Alors bonjour tout le monde, c'est Jason, on est aujourd'hui devant la laiterie de Saint-Saviol. Alors c'est une laiterie qui est sur le sud Vienne, un petit peu en dessous de Civray. Et ici, il y a 3 ans, il y a eu donc une bataille puisque cette laiterie elle est désormais fermée, hein, on le voit, c'est complètement vide. On avait ici un super outil de production locale et puis une usine qui était l'usine la plus moderne d'Europe. Qui fabriquait, alors c'est passant, hein, qui a fabriqué à l'époque du beurre aussi, et donc l'usine la plus moderne d'Europe dans les années 70, donc c'est difficile aujourd'hui quand on voit le vide, le silence, que c'était à l'époque donc du coup une usine qui tournait et qui avait là de la production. Alors je suis avec Benjamin, donc toi tu étais salarié dans cette laiterie, ouais. C'est ça? Tu es rentré en quelle année? Je suis rentré en 2014. D'accord. Et qu'est-ce que tu faisais en fait à la laiterie? Explique-nous. Je suis rentré en tant qu'ouvrier sur les chaînes d'emballage. Et petit à petit, après, je suis monté un peu, je suis fini chef d'équipe, histoire de superviser la production et gérer les équipes, quoi. Et donc du coup, toi, en 2014, quand tu arrives ici, comment est la situation? Est-ce que ça tourne? Est-ce que vous faites des heures? Est-ce qu'il y a du boulot? Ouais, ça tourne vachement. D'ailleurs, je suis rentré en tant qu'intérimaire, donc il y avait encore quand même pas mal de boulot. On était assez nombreux d'un intérim à rentrer. Beaucoup de saisonniers aussi l'été. Je suis rentré, on était 120, 130, quelque chose comme ça. Et après, plus les années ont passé, plus ils ont commencé à écumer, à pas remplacer les retraités, et jusqu'à nous dire un beau jour, c'est terminé, quoi. Ils sont tous fermés. Ok, d'accord. Et avant qu'ils vous disent ça, si je dis pas de bêtises, ils vous ont fait développer des nouveaux produits, c'est ça? Ouais, exactement. Ils nous ont dit on va gérer un nouveau marché qui est très porteur, le bio. On va convertir des éleveurs locaux, des agriculteurs, etc. à tout ce qui est bio pour avoir beaucoup de lait bio. Et à partir de là, faire des produits qui sortaient de la concurrence et pouvoir avoir un monopole sur le bio. Et on nous donnait ça comme un projet génial où on allait remonter totalement la pente, etc. Et au final, ils ont bien eu le lait bio, mais ils sont partis avec, quoi. D'accord, alors ça veut dire qu'ils font aujourd'hui des produits que vous avez développés ici? Ouais, en R&D. Ouais, on a fait ça en recherche et développement. Pendant 1 an et demi, on a mis au point des produits qui d'ailleurs ont vachement bien marché parce que sur la notation du camembert bio, on était premier en France, à Saint-Saviol ici. D'accord, donc en fait il y avait de quoi réussir complètement sur ces nouveaux produits-là. Et grosso modo, ils vous ont fait épurer toute la difficulté de la recherche, etc. Et ensuite ils ont envoyé ça grosso modo sur un autre site. C'est un peu ça, ouais. Ils nous ont même, j'ai envie de dire, imputé toutes les pertes liées à la R&D. Quand on fait de la recherche, il y a aussi des ratés. Donc à un moment donné, on se retrouve avec pas mal de matières qu'on jette ou qu'on refond. Enfin voilà, on n'a pas des bilans très très bon. Quand tu fais de la R&D, tu as forcément des pertes et tout ça pour arriver à la fin au bon produit. Mais il n'a pas été pour nous au final, il a été envoyé en Normandie et ailleurs, quoi. Donc après on rappelle aussi qu'à ce moment-là il y avait aussi pas mal d'agriculteurs qui sont mobilisés, notamment de la Confédération Paysanne je crois, ou de la Coordination Rurale aussi si je dis pas de bêtises, et qui expliquaient qu'ils avaient des rendez-vous donc du coup avec les industriels et que clairement on leur expliquait que toute la production laitière allait partir au nord de la Loire. En fait grosso modo ils étaient en train d'expliquer que les industriels aujourd'hui aménagent tranquillou le territoire, parce qu'aujourd'hui ils déplacent les usines et puis demain ça va être une difficulté aussi pour les agriculteurs et les agricultrices parce qu'ils vont pas faire des milliers de kilomètres avec les camions pour venir chercher le lait. Et dans cette bataille, donc du coup, si je dis pas de bêtises, il y a eu déjà une première partie de bataille. Ça s'est fait grosso modo en 2 étapes. Si tu peux revenir un petit peu là-dessus, nous réexpliquer comment que ça vous est tombé dessus et comment ils ont procédé, quoi. Ouais, ça nous est tombé dessus vraiment du jour au lendemain. On nous a réunis dans une salle pour nous dire que c'était terminé. Un peu le gros coup de massue. On savait qu'on était un peu dans le rouge en termes de compte et ayant fait beaucoup de R&D avant, c'était pas non plus surprenant, on le savait. Après, on commençait tout juste enfin à produire les produits bio. Donc nous, on pensait qu'on était parti sur quelque chose de bien et c'est vrai que ça a été un sacré coup de massue. À partir de là, on a commencé quand même à revendiquer notre mécontentement. On a fait quelques journées de grève, des journées qui ont quand même un petit peu marqué le coup et sur ce, il y a eu un gros rebond, c'est l'affaire du rachat par Schreiber
Donc Savencia nous a dit que Schreiber voulait racheter le site en reprenant tout le personnel et en faisant des volumes de production gigantesques dans une usine qui serait totalement modernisée, toute neuve. En gros, on allait être hyper chanceux de travailler dans une nouvelle entreprise la plus moderne peut-être de la région, voire de France. C'est comme ça qu'on nous a vendu le truc. Et il fallait y croire à fond et être très sage parce que sinon ils n'allaient pas racheter, quoi. Ah, donc en fait ce qu'ils ont fait, donc ils vous ont vendu un projet, alors il y a eu le coup de massue, ensuite vous avez commencé à vous mobiliser. On a commencé le plan social. On a commencé le plan social déjà, à faire les premières étapes du plan social avec toutes les négociations qui vont avec, du fait que tu perdais ton boulot, hein. C'était déjà dans les têtes de tout le monde. Jusqu'à ce qu'on ait fait quelques mobilisations assez importantes et à partir de là, juste après la mobilisation, il y a eu cette histoire du plan de rachat par Schreiber où là d'un seul coup on retrouvait notre boulot, voire même carrément mieux. Carrément aussi le patron de Schreiber est venu ici nous voir pour nous dire qu'il allait être notre futur patron, etc. et qu'il allait falloir que ce soit très sérieux. Donc en fait grosso modo ils étaient en train de vous dire c'est fait, vous allez être racheté, il n'y a plus besoin de s'inquiéter, tout va bien se passer. Et donc ça a suspendu, si je dis pas de bêtises, le PSE. Complètement, ça l'a arrêté net et ça c'était en été 2019. Sur ce, on a continué de produire à volume très réduit sur les marques de supermarchés en gros qui continuaient à avoir de la demande par rapport à ce qu'on faisait. Ça a duré longtemps. Au début, on nous disait octobre, novembre, max, Schreiber signe, quoi. Nous, toutes les semaines, on revenait et on se disait c'est quand. Parce que quand tu sais que tu vas perdre ton boulot, t'es impatient de savoir le moment officiel, quoi. J'avais toujours un petit doute en tête et plus les semaines passaient, plus le doute grandissait. Jusqu'à ce que décembre, on n'avait toujours pas signé. Il n'y avait rien de signé, il n'y avait rien de fait. Il y avait juste des équipes qui venaient ici pour faire du carottage, savoir si l'usine était polluée, juste des tests comme ça. On nous disait qu'il y avait plein de choses administratives à faire, qu'ils avaient leur gérant qui était à New York, enfin aux États-Unis, que c'était très compliqué. En bref, ils ont pris 2 fois plus de temps qu'il en aurait fallu. Et le 6 ou 7 janvier 2020, on nous envoie juste un tout petit courrier en disant non, on ne reprend pas. Donc deuxième coup de massue, avec en plus aucune explication derrière. D'accord, donc en fait pendant des mois vous avez vu des gens venir et on était en train de vous vendre le fait que reprendre l'entreprise, etc. C'était compliqué, ça nécessitait des dossiers, etc. Donc vous quelque part vous y croyez toujours parce que vous dites bon c'est long. Il y a le doute qui s'installe, mais bon, on voit des types qui viennent, ils font des carottages, etc. Ils sont en train de tout préparer, ça va être génial. Et là, d'un coup, un courrier, et donc du coup, ils vous disent on reprend pas sans raison et tout s'arrête là, quoi. C'est ça, il n'y a pas eu de raison. Au final, nous, j'ai envie de dire, on n'avait que les mots officiels de la direction, et de la direction même plus que la direction d'ici, la direction carrément du groupe Lescure, qui avait repris le flambeau par rapport à la direction d'ici, qui n'arriva pas trop à gérer la com vis-à-vis de nous, quand on s'est mobilisé. Donc on nous donnait des paroles officielles. On n'avait aucun moyen de contrôler ce qu'ils nous disaient en fait. Quand on nous disait qu'il y avait des sociétés qui venaient pour ci, qui venaient pour ça, machin, nous on continuait de produire du fromage. Et tout ce qu'on voyait, c'était des camions qui passaient avec des trucs écrits sur la fourgon. On savait ni ce que c'était, ni ce qu'ils faisaient. On écoutait simplement le fait qu'on nous disait ils viennent pour faire ci, ils viennent pour faire ça. Voilà, donc jusque-là, ça paraissait plausible, crédible. Mais plus les semaines passaient, personnellement, moi... Oui, tu sentais venir le truc, quoi. Ça commençait à être un peu gros, quoi. Je commençais à me dire, c'est pas possible, quoi. Ça peut pas mettre autant de temps à un moment donné. Voilà. Et donc du coup, la difficulté fait que le PSE et les réformes libérales qui ont été faites ces dernières années, le PSE a un temps dédié et donc du coup si on l'arrête, il reprend là où il s'est arrêté. Et donc du coup, vous avez eu la peur, et ce qui est normal, et l'inquiétude on va dire, de perdre l'emploi, etc. Vous avez eu un super repreneur, ça va être génial, le site il va être tout neuf, on est reparti pour les belles années ici à Saint-Saviolle. Ça prend du temps, mais bon, ils vous disent que quand même ça continue. Le couperet tombe à nouveau, c'est pas possible. Et là, il y a un deuxième couperet quelque part, c'est que le PSE reprend là où il en était et il reste que quelques semaines, grosso modo, avant que vous soyez tous fichus à la porte. Et il reste que quelques semaines pour se mobiliser, pour essayer d'avoir quelque chose de mieux, parce que il y a aussi la question de, une fois que c'est fichu, on vous met dehors. Alors déjà, c'est un massacre et je pense que ça a été ressenti assez loin
on perd un outil de production ici localement quand on nous dit, et quand il faut clairement se mettre à reproduire localement pour une question d'écologie, etc. et même pour une question de dynamique dans la ruralité, etc. Il y a des projets incroyables à faire ici. Et donc dans la foulée, donc du coup le PSE reprend et vous la galère avec, et vous voyez arriver rapidement grosso modo la fin, quoi. Ah ben complètement, parce qu'on nous annonce ça, je te dis, le 7 ou 8 janvier. 3 semaines plus tard, c'était la fin des négociations. Donc on a eu même pas 3 semaines déjà pour se remettre du truc, d'essayer de savoir le pourquoi du comment. Tout le monde se fait des films, qu'est-ce qui se passe, voilà. Et 2-3 semaines plus tard, les négociations étaient déjà terminées. En gros, limite, ça a duré tellement longtemps et on t'a fait tellement monter et redescendre en émotion que finalement t'as presque même plus d'énergie pour remobiliser les troupes, quoi. Compliqué. Après, comme tu dis, un massacre, oui, dans plusieurs domaines. Le premier, c'est humain, social. Ici, c'était clairement des gens d'une 50aine d'années qui travaillaient. À peu près tout le monde ici a commencé sa carrière ici à 18-20 ans, voire peut-être même avant pour certains. Ils n'ont rien fait d'autre. À noter aussi que, pour dire qu'il y avait des gens qui n'avaient connu que Saint-Saviol, il y avait des gens, quand vous êtes mobilisés, c'était leur première grève, c'est la première fois qu'ils avaient à se mobiliser. Et il y avait aussi des gens qui avaient subi des fermetures déjà, et dont certains dans le groupe. Oui. Je crois 3 ou 4 fois, c'était peut-être la 4e usine qu'ils connaissaient. Oui. Donc ouais, il y avait aussi des gens aussi abattus dans le sens où, coup du sort, quoi, ça n'arrête pas, quoi. Oui, avant c'était, avant que d'être Savencia, c'était le GLAC, ça s'appelait, et ça a commencé à Chef Bouton a fermé, ils les ont envoyés à Lezay a fermé, ils les ont envoyés ici ça ferme. Voilà, et j'en oublie peut-être un autre dans la chaîne, mais voilà, c'est vrai qu'il y en a certains qui ont connu au final 3 fermetures d'usines, qui ont suivi leur boulot et qui à chaque fois se sont fait jeter. Voilà, c'est clairement un drame. Aujourd'hui, voilà, ça fait maintenant 2 ans que c'est fermé. Les personnes que je recroise aujourd'hui sont intérimaires au mieux. Voilà. Et ils ont 52, 53 ans. Il leur reste encore pas mal de temps avant la retraite et ça sent la galère au niveau de l'emploi. Compliqué dans un désert ici, clairement d'un désert d'emploi, c'est très dur ici de trouver du boulot, surtout quand on n'a pas forcément de formation, qu'on a fait toute sa vie dans une laiterie qui en plus était du travail très physique à l'époque, donc la plupart ils sont cassés au niveau des épaules, du genou, de la hanche. On ne peut pas se vendre à un employeur aujourd'hui déjà à 50 ans et abîmé, avec le peu de bagages qu'ils ont. Voilà, pour eux c'est clairement la vie qui s'arrête, en tout cas la vie professionnelle. Au-delà de ça, comme tu dis, à quoi bon avoir converti tous les agriculteurs en bio autour pour au final faire voyager le lait jusqu'en Normandie, jusqu'à même beaucoup plus loin. Qu'est-ce que ça a de bio de faire voyager du lait, quoi. En termes de qualité, le consommateur il y perd totalement. Un lait qui voyage, c'est pas du bon lait, et quoi qu'il arrive, l'impact carbone du lait, pour moi, ça a autant d'importance que s'il est bio ou pas, quoi. Alors, est-ce que quelque part, ils n'ont pas utilisé à un moment donné, ils avaient besoin de cette matière-là pour faire la recherche et le développement? Est-ce qu'ils n'ont pas aussi utilisé ce lait parce qu'ils en avaient absolument besoin, donc à aller le chercher ici localement? Et est-ce que aussi peut-être pour démarrer les nouveaux produits dans les nouveaux locaux, etc., ils vont l'utiliser? Et est-ce qu'on peut pas se demander aussi si sur le long terme, ils vont pas à un moment donné quelque part larguer ces producteurs-là en disant que maintenant ils sont beaucoup trop loin, etc., quoi. Sur le très long terme, ouais, on peut se demander parce que quoi qu'il arrive, un camion qui se déplace, une citerne qui se déplace dans les fermes pour prendre du lait demande un volume minimum. Quand on est au bio, en général, au départ, on n'a pas non plus une énorme exploitation, quoi. Donc pour certains, il est possible que plus les années montent, plus ils vont demander un quota minimum, un volume minimum de lait. Donc il y en a peut-être qui vont être obligés de mettre la clé sous la porte parce qu'ils n'auront pas 5 ou 10 000 litres à proposer à la citerne quand elle viendra. Et du coup, oui, effectivement, à un moment donné, on peut se demander s'ils ne vont pas les laisser sur le carreau eux aussi. Voilà, ça c'est un autre sujet, mais oui, ils ont de quoi s'inquiéter aussi, je pense, parce que plus ça va, plus je le vois, même dans le groupe où je travaille maintenant, qui est le groupe qui est juste en dessous, Savencia, en termes de puissance dans le lait, on va dire, française. Bon, c'est pareil, hein. Ça ferme aussi des laiteries à droite à gauche, les petites, et ça regroupe pour faire des méga-usines. Ici, la plupart du matos qu'il n'y a plus est parti sur Gers, qui brasse maintenant des quantités de lait phénoménales, comme en Normandie, quoi, des méga-usines. Voilà, plus on fait du gros, et puis plus on perd en qualité, ça c'est ce que je pense. Et puis plus on fait tout voyager aussi, quoi. Et on désertifie des secteurs au niveau de l'emploi, au niveau de tout. Voilà.
Ok, on est d'accord là-dessus complètement. Alors ensuite, il y avait eu à un moment donné, je crois, une histoire. Alors grosso modo, vous êtes parti avec les minima. Est-ce que vous avez réussi à négocier quelque chose ou voilà. Alors on a réussi à négocier, on va dire en gros, la seule bataille qu'on a réussi à gagner, c'est peut-être le gros mécontentement qu'il y a eu, le seul dernier souffle qu'il y a eu, c'était quand on a appris que Schreiber reprenait pas. Et là, il y a eu quand même un gros coup de gueule qui a été poussé, voilà, les gens sont tombés sur le cul, quoi, parce qu'ils y croyaient dur comme fer. Autant moi, plus ça allait, plus je disais attendez, c'est pas signé. Faut pas s'enflammer parce que c'est pas signé. Autant il y en a plein qui disaient non mais c'est clair que c'est sûr. Voilà, ils voulaient surtout pas se faire le mauvais film dans leur tête. Et quand c'est arrivé, il y en a plein qui ont été sciés, quoi, de retourner dans ce plan social et d'avoir été trahis une deuxième fois. Donc la seule chose qu'on a vraiment obtenue, c'était un dédommagement par rapport au fait que Schreiber n'a pas repris. Après, pour le reste, on n'a pas eu plus qu'un plan social classique, quoi. Voilà, ceux qui s'en sont bien sortis, mais c'est normal, c'est ceux qui avaient beaucoup d'ancienneté. Voilà, maintenant, oui. Quelque part, ils sont partis peut-être avec un chèque peut-être correct, et encore, franchement, par rapport à comment ils s'y retrouvent pas de boulot. Derrière, c'est fini pour eux, quoi. Ils ont 50 et quelques années, et puis pendant 10 ans, ils n'auront rien jusqu'à la retraite, qui sera pas, ils n'auront pas une retraite complète non plus, et en plus de ça, ils sont cassés, ils ont donné leur vie pour les groupes laitiers, et c'est comme remerciement, c'est nul. Alors à un moment donné, ils vous ont pas fait aussi un petit chantage autour de primes, je crois que c'était genre de l'ordre de 1500 €. En fait, grosso modo, le truc c'est qu'il fallait que vous soyez sage, bien voilà, au boulot, et grosso modo, à travers les lignes, c'est vous mobilisez pas, faites pas grève, quoi. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'ils ont fait quand ils ont vu qu'il y a eu le gros coup de gueule. En gros, ils ont vite mis sur la table le fait qu'ils nous donnaient un dédommagement par rapport au fait que Schreiber n'avait pas racheté, parce que eux-mêmes ont porté le message de Schreiber dur comme fer, comme quoi c'est sûr, on était repris, comme ça pendant ce temps-là ils savaient qu'on se tenait tranquille. Après, à partir de janvier, effectivement, ils nous ont dit pour les 3 mois qui restent à produire, on vous donnera 500 € par mois si vous bougez pas. Si vous faites pas de vagues, si le travail est bien fait, si vous êtes présent tous les jours. Donc en gros, c'est pas de bol, hein. Si tu avais une petite gastro, un truc comme ça, tu avais la prime qui sautait quand même, quoi, même si tu avais été sage. Hein, donc horrible jusqu'au bout, quoi. On nous a acheté, hein, clairement, on nous a acheté pour ne plus bouger, pour plus faire de vagues médiatiquement non plus, parce que ça en avait fait quand même un petit peu. Et pour que leur image, parce qu'ils pensent qu'à ça au final, hein, pour que leur image reste bonne et que les marques ne soient pas entachées, quoi. Savencia, grosso modo, ils font des milliards de bénéfices, enfin des millions de bénéfices au moins, des centaines de millions, et c'est une entreprise grosso modo qui fait sa com en se vendant comme une entreprise familiale, quoi. Alors ouais, familiale, et puis surtout maintenant ils ont des super trucs, les classements du bien-être au travail. Donc là-dessus ils ont été super bien classés, ils appellent ça le Great Place to Work. Donc l'endroit où c'est formidable pour travailler, où tout le monde se sent bien. Donc ils essaient d'être dans les meilleurs classements. Pareil en termes de sécurité, c'est des entreprises où il n'y a jamais d'accident. Et c'est tout dans l'image, quoi. Après, voilà, c'est des boîtes. On connaît les grandes marques. Je sais pas s'il faut que je les cite, mais bon. Enfin voilà, c'est effectivement les gens, ils marchent en termes d'image. Hein, donc c'est des marques pour eux qui sont tout leur pain, ils gagnent tout leur fric par rapport à ça. Comme tu dis, c'est des centaines de millions de bénéfices. Et ce qui écœure le plus, c'est de savoir que sur les 2 ans où ils ont fermé des sites ici, parce qu'ils n'ont pas fermé que là, ils en ont fermé 3 en 2 ans. Et c'est les années où ils ont fait le plus de bénéfices, quoi. Donc, et où ils ont dû certainement toucher pas mal aussi d'aides de l'État à travers le CICE, etc., quoi. Exactement. Et puis le fait d'avoir converti les éleveurs au bio aussi, il y avait des aides par rapport à ça, donc ils les ont pris. Hein. Ouais, donc grosso modo, c'est des entreprises qui touchent des grosses subventions de la part de l'État, mais que ça n'empêche pas, encore une fois, de licencier un maximum de salariés. Donc ici, à la fin, donc, tu m'as dit, ils ont un petit peu érodé, grosso modo, ils ont enlevé les intérimaires, etc. Vous êtes retombé, si je dis pas de bêtises, à une centaine de salariés, c'est ça ? 90, ouais. Donc du coup, à la fin, il y en a eu 90 sur le carreau, quoi. Oui, c'est ça. Bon, les 10 plus gros encadrants étaient déjà recasés quasi d'office. Ils avaient, je pense qu'ils avaient un petit traitement de faveur du fait d'être toujours en proximité avec la direction et d'avoir joué le jeu, eux, on va dire, de jamais avoir fait de vagues.
Bon, je pense qu'il y avait aussi du donnant-donnant en off, je pense. Faites pas de vagues et tout ira bien pour vous. Et effectivement, pour eux, il n'y a pas eu de problème. Ils ont tous été recasés avant même la fermeture du site. Et donc du coup, pour tous les autres, voilà, c'est la difficulté. Tu nous disais derrière qu'il y en a plein aujourd'hui qui n'ont pas d'emploi stable, qui sont pas loin de la retraite, mais qui y sont pas. Les quelques milliers d'euros qu'ils ont récupérés suite de leur licenciement, voilà, ça va déjà être passé. Quand on voit en plus la période par laquelle il a fallu passer avec le Covid, c'est-à-dire qu'on peut s'imaginer, c'est ça, c'est-à-dire qu'ils ont cherché du boulot, peut-être qu'ils ont déjà eu du chômage. Derrière, tu tapes le Covid, en pleine période du Covid, etc. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont dû franchement passer des moments plus que compliqués, et encore aujourd'hui, quoi. De toute façon, c'est simple. Le dernier jour de travail ici était le 15 mars 2020. Je ne sais pas si tu te rappelles, le 15 mars 2020, ce qu'il y avait 2-3 jours après, il y avait l'annonce de Macron. Confinement total, Covid, machin. Même moi, je me suis dit, je vais pas aller m'amuser à postuler maintenant. Ça me paraît compliqué, qu'on va attendre de voir ce qui se passe. Et il y en a beaucoup qui ont perdu énormément de temps comme ça, parce que derrière, il y a un plan de... Comment ils appelaient ça déjà? L'accompagnement de retour au travail, en fait. Je me rappelle même plus comment ils appelaient ça. Bref, en gros, on avait à peu près 1 an ou 18 mois selon l'ancienneté pour retrouver du boulot. Et on était licencié qu'au terme de ces 12 ou 18 mois. Je pense qu'il y en a qui ont grillé les 6 premiers mois rien que par le Covid, clairement. Et après, tous les patrons aussi qui étaient dans le flou, à ne pas savoir comment les reprendre l'activité. Et il y avait une demande très faible. Il y a eu le gros confinement, mais derrière, il y a eu aussi plusieurs plus petits confinements où quand même l'économie n'était pas non plus flamboyante, quoi. Il n'y avait pas de visibilité. Donc là, on peut dire que c'est quoi? C'est que depuis fin 2021, début 2022, qu'on a commencé à revoir des vagues de recrutement. Avant, il n'y avait rien, donc les gens, ils ont tout bouffé jusque-là. Et ça, je pense que ça a continué de les miner dans leur morale, quoi, c'est clair. Alors, du coup, pendant la mobilisation, je voudrais savoir aussi comment ont réagi les élus. Est-ce que vous avez vu du monde? Qu'est-ce qu'ils ont apporté à la lutte? Comment est-ce qu'ils sont battus pour vous? Est-ce que il y avait des élus en écharpe avec vous quand vous avez bloqué devant? Est-ce que toutes ces choses-là, quelle réaction il y a vraiment eu face à votre mobilisation? Absence totale. En termes d'élus, clairement, le jour, l'annonce de la fermeture, il y a eu une espèce de réunion de gros bonnets de la région, du département, etc. dans la salle des fêtes de Saint-Saviolle. Où là, c'était les grands discours, oui, on va tout faire pour vous sortir de là, etc. Donc là, il y avait quoi? Il y avait le département, il y avait le député, il y avait... Ouais, c'est ça, ils étaient tous là, en gros, mais qu'on les avait jamais vus, on ne savait même pas qui c'était, en gros, pour la plupart. Donc ils étaient là pour nous dire que c'était pas bien ce qu'ils font, les méchants multinationales, tout ça, voilà. Et puis, une fois qu'ils sont rentrés chez eux, on les a plus jamais revus. D'accord. Plus jamais rien entendu. Et la région aussi, vous aviez pas rencontré aussi la région à un moment donné? Il n'y a pas, je sais pas, des conseillers régionaux qui ont aidé à porter la bataille? Non, mais il n'y a rien eu. Il y a eu que en gros la communauté de communes qui nous a proposé de l'aide ponctuelle pour nos journées de grève, pour des associations qu'on pouvait monter pour soutenir la laiterie. Enfin voilà, c'était que des trucs comme ça. Après, on peut dire que toi, tu étais là parce que toi, ça t'a touché de voir plein de gens sur le carreau dans une zone ici sensible en termes d'emploi, mais t'es pas un élu, quoi. Tu faisais pas partie des gens qui pouvaient peser dans les décisions, mais non, les gens qui vraiment avaient du pouvoir, ils étaient pas là. On a vu personne, on a entendu que des discours. Et en dehors de ça, mais c'était désert total. Alors toi, si tu devais aujourd'hui dire, alors là, moi je me présente dans le cadre des élections législatives, mais toi, si tu devais formuler l'attente des élus, c'est-à-dire qu'est-ce que à ce moment-là, tu aurais voulu qu'ils fassent, pour toi, qu'est-ce qui est normal que tes élus auraient dû faire aux différents échelons, mais on peut parler aussi du député, etc. Voilà. Qu'est-ce que tu attendais à ce moment-là? Je pense qu'à ce moment-là, on attend simplement que la personne nous protège. Essaye quand même d'avoir son mot à dire face à une multinationale, parce que là clairement ce qu'on a l'impression c'est qu'il y a la multinationale qui est là et qui piétine tout, quoi. Aucun élu n'était capable de dire oh stop, on va se calmer un peu et puis on va essayer de donner aussi, on va mettre beaucoup de plans sur la table pour essayer de refaire vivre cette usine. Si jamais la multinationale ne trouve pas de repreneur, et d'ailleurs à ce sujet, et ce serait bien aussi de les empêcher de dire non quand quelqu'un veut reprendre, parce qu'il y a déjà eu des plans pour reprendre ici, et la multinationale refuse de vendre ce que normalement ils étaient censés vendre à 1 euro.
symbolique. Donc à partir de là, je pense qu'on attend un minimum d'autorité de l'État, de toutes les institutions, qu'elles soient départementales, régionales, etc., de mettre du pain sur la planche pour sauver cet outil de production ici, qui est historique et qui brasse notre patrimoine, quoi. Enfin, je sais pas, le fromage en France, c'est quand même un truc... on va quand même pas laisser partir ça non plus en Europe de l'Est, en Chine ou je sais pas où. À un moment donné, il faut qu'on garde ça dans notre terroir local. C'est un trésor, ce truc-là. Donc on attend au moins des propositions, une présence, une mobilisation, de l'énergie, quelque chose, quoi. Et puis des subventions qui peuvent éventuellement faire repartir l'outil. Parce que peut-être que alors est-ce que parmi les salariés, est-ce que voilà, bon, c'est avec des si on peut mettre pareil en bouteille, mais est-ce que peut-être il y aurait peut-être une solution d'aller vers un projet avec des subventions? Est-ce que potentiellement la région aurait pu mettre des subventions pour produire un fromage, ou peut-être vous auriez pu avoir des débouchés à travers les restaurants scolaires, par exemple, on peut penser. Est-ce que toi tu penses que vu l'outil qu'il y avait, etc., toi qui étais de l'intérieur, est-ce que aussi tu as senti qu'à un moment donné on cherchait un petit peu à trouver d'autres pistes que de fermer l'usine, etc.? Non, je pense que ça n'a pas cherché très très loin. Je pense que à partir du moment où ils ont vu que la multinationale voulait clairement la fermeture du site et limite la non-reprise du site, peut-être pour qu'il n'y ait pas de concurrence, pas qu'un concurrent s'installe ou... Voilà, bref, en gros, la volonté de la multinationale paraissait claire, c'était non mais de toute façon personne ne peut racheter ça. Même s'ils la vendent à 1 euro, ils disaient non mais personne n'en voudra de toute façon, c'était leur parole officielle. J'ai assisté aux réunions où clairement ils insistaient là-dessus. Personne n'en voudra, de toute façon il y a trop d'investissements à mettre, etc. Le jour où Schreiber avait annoncé l'annonce aussi, ça c'est une petite parenthèse, la région a décidé de débloquer, il me semble que c'était 40 millions, quelque chose comme ça, pour les aider à remoderniser le site, mettre des choses aux normes, etc. Donc là, par contre, pour donner à un groupe privé comme Schreiber, qui lui est le 4e du coup au niveau du lait en France, et un international qui pèse aussi des millions, là, il n'y avait pas de problème. Par contre, pour donner 40 millions à un groupe privé avant même qu'il ait signé. Et d'ailleurs, il n'y a pas eu une histoire sur le fait qu'ils avaient déjà touché une partie des aides, oui, avant même d'avoir signé quoi que ce soit. C'est ça, la région avait déjà débloqué les fonds pour eux, alors qu'ils n'avaient toujours pas signé. Et c'est quoi, 4-5 mois plus tard, ils ont appris qu'ils ne signeraient pas. On leur a quand même demandé, non mais au fait, il va se passer quoi avec cet argent, quoi. Donc là, on nous a dit, mais on n'a aucun moyen de contrôle, qu'ils allaient le rembourser, quoi. Donc Non mais ça paraît assez fou de dire qu'on donne de l'argent à un groupe privé avant même qu'il y ait oui, voilà, qui brasse beaucoup de millions, et avant même qu'il y ait quelque chose de signé, ils avaient déjà l'argent sur le compte. Donc en fait, grosso modo, quand on veut vraiment investir, grosso modo, la région pouvait investir des millions, quoi. Oui. Et on peut se poser la question de dire alors juste au groupe privé, mais est-ce qu'il n'y aurait pas eu une autre solution qui passait pas nécessairement par un groupe privé ou quoi que ce soit? Est-ce que la région n'aurait pas pu quand même mettre cet argent-là et pour trouver d'autres débouchés, etc. Que ce soit, on pense tout de suite aux cantines scolaires, etc. Ça fait un paquet de fromages qui sont vendus là. Est-ce que ça ne donnerait pas le coup de privilégier des productions locales, etc. Surtout qu'en plus il y avait un vrai savoir-faire ici, quoi. Oui, les marques qui étaient faites ici étaient quand même connues des gens du Poitou-Charentes, voire plus. Oui, effectivement, en termes de restaurants scolaires, même de restaurants tout court, j'ai envie de dire, qui en général prônent quand même les produits locaux. Ici, on aurait pu développer quelque chose de plus local, peut-être de moins grande distribution, parce que c'est vrai qu'à la fin, on était devenus des sous-traitants de la grande distribution, quoi, finalement. On produisait énormément pour la grande distribution, sous l'étiquette bio, mais au final, on savait qu'ils se faisaient les marges, quoi. C'est pas étonnant qu'à la fin, on nous ait dit que le marché qui nous disait ultra porteur, finalement, ne l'était pas, parce que non seulement c'était compliqué de produire avec une marge, mais en plus de ça, derrière, il fallait le vendre à des grandes enseignes, tout ce qui est les grandes surfaces, je ne vais pas citer, tout le monde connaît. On produisait pour toutes les grandes surfaces, mais on connaît très bien les marges qu'eux prennent sur les produits et à combien ils nous rachètent la tonne. À partir de là, on sait très bien à quel prix va être payé l'agriculteur déjà qui produit le lait. Donc à partir de là, c'est l'agriculteur est morfle, l'usine est morfle,
Et on nous a toujours dit non mais c'est la faute des grandes surfaces, c'est la faute des grandes surfaces. Alors ce serait bien justement qu'à un moment donné, le rôle de l'État c'est peut-être aussi de peser pour que la balance soit bien mieux équilibrée et que tout le monde vive en fait. Je vois pas pourquoi la grande surface, elle devrait super bien vivre, quitte à ce que tout soit fermé ici, quitte à ce que les producteurs soient obligés d'être endettés à mort, malgré du taf 7 jours sur 7, et que tout le monde en pâtisse, même le consommateur à la fin, il s'y retrouve pas. Les prix augmentent, la qualité elle baisse. Tout est pourri en fait dans le système, quoi. Et il y a juste une chose qui est bien, c'est le bénéfice des plus gros. Ça, oui, que ça soit les grandes surfaces ou que ça soit les gros groupes de transformation, comme ici il y avait qui eux font toujours des millions d'euros de bénéfices. Bon, écoute, merci beaucoup en tout cas de ton temps, Benjamin. Et juste avant qu'on termine, je voudrais te poser une question, savoir toi, après avoir vécu ça, donc toi aujourd'hui tu es à nouveau dans l'emploi, etc. Avoir ton ressenti un petit peu, parce que forcément ça doit marquer une vie professionnelle, ça doit marquer une vie tout court. Ouais. Et puis ça peut-être que vivre un instant comme ça, d'être mis à la porte, etc. Parce que c'est le cas que tout ferme, et puis vivre un petit peu ces doubles trahisons, voir un peu un côté, enfin voir le côté sombre quelque part. Est-ce que toi, quel est aujourd'hui ton positionnement dans le sens comment tu vois ça? Est-ce que tu penses que est-ce qu'on peut continuer comme ça? Est-ce que pour toi c'est juste ici c'est anecdotique ou quel est ton ressenti aujourd'hui vis-à-vis de la société après avoir vécu un truc pareil, quoi? Le ressenti, clairement, moi déjà, avant même d'être ici, j'avais pas une grande confiance en les grands groupes. J'étais pas voué à finir dans une multinationale, j'étais plus voué à les critiquer à l'origine. Ça n'a fait que confirmer tout ce que je pensais. Pendant plusieurs années, quand je travaillais ici, que tout allait bien, je le voyais plus trop. Par contre, c'est vrai que dès que ça a commencé à merder et dès qu'on a commencé à nous envoyer des paroles officielles complètement pourries, là, effectivement, oui, ça te remet en tête tout ce que j'ai appris finalement sur les bancs de la fac, en sociologie, etc., que la machine capitaliste, elle est impitoyable. Comme tu dis, ici, c'est anecdotique parce que ça fait des années que des sites en France ferment, et pas qu'en France d'ailleurs, mais sous la pression du profit, malgré le fait que Savencia, l'année où ils ont fermé, ils ont fait 800 millions d'euros de bénéfices. Donc on trouve ça vraiment ignoble, quoi, de jeter les gens à la poubelle comme ça, après les avoir bousillés pendant 30 ans. C'est à la poubelle, quoi. C'est un petit chèque et encore, s'il te plaît, tais-toi. C'était ça, quoi, le truc, hein. Et puis tais-toi d'ailleurs après. Oui, vous avez le droit 2 fois. Ouais, ça marque une vie parce que maintenant, même là où je travaille, je me dis. Oui, tu l'as toujours dans le coin de la tête, quoi. C'est ça. Surtout que j'ai repris dans une laiterie qui est plus petite que celle-ci. Bon, ça a l'air de marcher d'un point de vue business, mais on n'est pas à l'abri de fermer encore une fois pour faire un regroupement dans une grosse boîte qui regroupe pour faire une méga industrie, comme ils font maintenant partout, quoi. C'est le problème. Ils font des méga industries pour faire des méga profits d'échelle, les économies d'échelle, quoi, tout simplement. Après, effectivement, oui, ça marque parce que j'essaie de pas trop m'attacher à l'endroit où je serai. Je me dis, moins je m'attacherai, moins j'aurai le coup de massue. J'essaie de préparer les autres aussi à ça, à leur dire, faites gaffe, moi j'ai vécu ça, ça peut toujours arriver. Soyez pas ultra optimiste non plus, quoi. Méfiez-vous de ce qu'on vous dit. Voyez entre les lignes parce que le discours officiel est toujours fait pour protéger les intérêts de la haute direction et quelque part nous on nous dira jamais ce qui était dans les tuyaux déjà 2 ans avant qu'on nous l'annonce, et encore je suis gentil, je pense. On ne ferme pas une usine comme ça avec les volumes qu'on brassait phénoménal. Voilà, je pense que comme tu dis, ça marque une vie, ça donne envie de s'engager pour que ça s'arrête, ce genre de catastrophe locale en fait, Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être pour les campagnes un désert total à tous les niveaux, quoi. Les jeunes n'auront plus du tout envie de s'installer, il n'y aura plus de boulot, il n'y aura plus rien. Ça va être quoi? Ça va être juste des EHPAD et du tourisme. Et encore, voilà, les écoles ferment les unes après les autres. Pourquoi? Parce que les jeunes n'y restent pas, il n'y a plus de boulot. Donc c'est le cercle vicieux, quoi. Et à la fin, moi, personnellement, je suis de la campagne et ça m'emmerde de voir ça. On va pas tous finir quand même dans des grosses zones parce que le boulot sera plus que là-bas, quoi. C'est pas possible comme avenir, ça. Donc ça donne envie de s'engager et de lutter contre le bénéfice à tout prix, quoi, parce que le prix, c'est nous qui le subissons, quoi. Et c'est tout le monde, c'est les gens, c'est le peuple, en fait, qui morfle pour ce genre de conneries. Et on peut faire mieux, c'est sûr. Faut pas hésiter à en être convaincu, à se battre et pas se laisser faire, quoi.
C'est surtout ça que je retiens. Faut pas se laisser faire, clairement. Faut avoir des convictions, quand on dit non, c'est non, et il faut refuser ce système. C'est pas possible de continuer là-dedans. Ce sera le péril pour tout le monde. Merci beaucoup à toi Benjamin. Et donc du coup, je vous donne rendez-vous le 12 et le 19 juin dans les urnes avec le vote pour la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Et si vous voulez avoir un député qui se bat et qui sera aux côtés des salariés et qui ne laissera pas faire les multinationales comme ça a été le cas ici, et qui travaillera aussi à avoir un grand plan de bifurcation écologique qui va remettre au boulot des milliers de personnes et aussi des productions locales, et aussi à travers les cantines gratuites et accessibles pour tout le monde, avoir à nouveau une agriculture vivrière, à nouveau des productions et des transformations localement, et voilà, et c'est comme ça aussi qu'on va réussir à redynamiser nos campagnes. Il suffit pas simplement de se dire quelque part candidat de la ruralité, c'est pas voilà un titre qu'on peut se donner comme ça. Il faut aussi agir pour que les productions soient faites localement, qu'on n'abandonne pas les outils, qu'on ne soit pas fataliste en disant c'est la mondialisation, c'est comme ça, nous on peut pas lutter. Si on peut toujours lutter, que ça soit n'importe où dans le pays, même à Saint-Saviol, c'est possible de lutter et d'avoir de la production locale. Il y a plein d'énergie sur la circonscription, mais aussi à travers tout le pays. J'ai rencontré beaucoup de gens qui se mettent à retravailler pour produire localement, pour vendre, etc., dans les marchés, etc. Il faut vraiment aussi que les institutions accompagnent, parce que quand on a un marché avec toutes les écoles, c'est tout de suite massif, avec tous les collèges, avec tous les lycées. Il y a vraiment là la possibilité d'articuler beaucoup de choses, de relancer des sites, vraiment c'est possible, et aussi quelque part d'empêcher, alors aussi de venir au secours de nos agriculteurs, nos agricultrices, hein, parce que quand tout va être de l'autre côté de la Loire, là comme ils veulent le faire, ici on va leur dire c'est trop loin maintenant, ou alors faut payer une surtaxe, on vous prend votre lait moins cher, voilà, donc c'est du massacre derrière, aussi de l'agriculture, de la production locale. Voilà, il y a énormément de raisons de se mobiliser donc le 12 et le 19 juin prochain avec la nouvelle Union populaire, et pour qu'on soit ensuite pendant 5 ans à la bataille.